ce colloque extrêmement intéressant dans son programme très dense. Oui, le détroit de Taïwan. Alors, ce qui est bien avec Taïwan et surtout avec la République populaire de Chine, c'est qu'elle ne nous laisse pas nous endormir sur nos certitudes et que, comme vous avez pu le suivre dans la presse, les Chinois ont procédé une nouvelle fois à des manœuvres d'intimidation, des manœuvres militaires, d'entraînement selon leur présentation, autour de Taïwan. Donc hier, ça a duré une journée, en mobilisant une quantité de bâtiments importants et d'avions surtout, plus un de leurs porte-avions, le Liaoning, et en simulant un encerclement complet de l'île et un blocus des ports de l'île de Taïwan. Cette stratégie de manœuvre militaire qui vise à impressionner l'adversaire, pour prendre des termes qu'on utilise souvent dans la littérature stratégique chinoise, ça n'est pas le premier exercice de cette ampleur. C'est le troisième. Il y en avait eu un. Alors évidemment, en termes de nombre, les effectifs mobilisés ont tendance à augmenter. La grande nouveauté cette fois-ci, d'ailleurs, c'est la mobilisation des gardes-côtes chinois. La Chine a aujourd'hui la deuxième flotte de garde-côtes dans le monde, avec des bâtiments d'un très gros tonnage, qui souvent d'ailleurs ont été transplantés, comme je perds mes mots, mais qui viennent de la flotte de la marine chinoise et qui ensuite ont été attribués aux gardes-côtes, qui jouent un rôle très très important dans la stratégie de ce qu'on appelle de zone grise de la Chine, que ce soit en mer de Chine orientale face au Japon, où il y a une présence continue autour des îles Senkaku qui sont revendiquées par Pékin, ou que ce soit en mer de Chine méridionale, on le voit quasiment quotidiennement en ce moment, contre les Philippines, avec des opérations menées par les gardes-côtes et non pas par l'armée populaire de libération, ce qui permet de garder une certaine ambiguïté sur le caractère, entre guillemets, agressif ou militaire des opérations, même si en réalité, l'objectif est bien d'interdire la présence de bâtiments dans certaines zones que la Chine, unilatéralement, et je le précise parce que ça a été confirmé par le jugement du tribunal de La Haye en 2016, unilatéralement considère comme faisant partie de son territoire. Et dans le détroit de Taïwan, cette fois-ci, la mobilisation des gardes-côtes est intéressante parce que c'est la première fois que les Chinois le font, mêlés à l'armée, à la marine chinoise, mais également aux forces aériennes chinoises, donc dans les exercices conjoints. Et ce qui est intéressant avec la mobilisation des gardes-côtes, c'est que ça confirme, et ça, c'est une manière pour la Chine de tenter d'affirmer ou de confirmer sa position, qui est que d'abord, Taïwan appartient à la Chine, et donc c'est tout à fait naturel que la Chine tente de contrôler les eaux autour de Taïwan, qui sont censées appartenir à la République populaire de Chine. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a quelques années, d'une manière un peu sibylline, ça n'a pas toujours été confirmé, il y a eu des déclarations du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères déclarant que les eaux qu'il n'y avait pas, que le concept d'eau internationale dans le détroit de Taïwan était inopérant. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait considérer les eaux du détroit de Taïwan. Je rappelle que la distance entre le continent et Taïwan, c'est 180 km. J'y reviendrai dans les scénarios. Et que donc ces eaux sont censées, selon l'analyse chinoise, qui est toujours assez élastique quand il s'agit d'interpréter le droit maritime international, sont censées être non pas des eaux internationales, mais des eaux faisant partie du territoire chinois, où donc l'action des gardes-côtes chinois serait légitime. Donc je pense que là, avec la mobilisation des gardes-côtes chinois, on a une sorte de montée en puissance de cette revendication. Qui n'est pas du tout reconnue au niveau international. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc cette stratégie de pression, en fait, avec ces manœuvres organisées autour de Taïwan, qui à chaque fois sont montrées dans la presse chinoise, à la télévision, etc., où on montre bien toutes les zones d'intervention pour montrer que Taïwan est entièrement encerclé. Donc plus que la réalité des manœuvres qui existent, il faut bien voir que c'est un discours d'intimidation et avec des images très fortes qui montrent concrètement l'encerclement de Taïwan par les forces chinoises, avec des menaces de préparation pour débarquer dans les ports, par exemple, et établir un blocus contre les ports chinois. Ça s'inscrit dans une stratégie qui n'est pas nouvelle,
nouvelle. Ce sont là les troisièmes manœuvres importantes de ce type. Il y en a eu également au mois de juillet, après l'intronisation, n'est pas le bon mot, mais la mise en place du nouveau président de la République taïwanais, qui déplaît profondément à Pékin pour deux raisons. Sa personnalité, qu'il juge, il appartient au parti qu'on dit indépendantiste à Taïwan, qui ne réclame pas l'indépendance tout de suite, qui est plutôt pour le statu quo, mais qui n'est absolument pas pour un rattachement à Pékin, évidemment. Et donc ce président a été mis en place et élu au mois de janvier, mais véritablement intronisé, entre guillemets, au mois de mai. Et au mois de juillet, les Chinois ont immédiatement organisé des manœuvres, là encore pour démontrer leur hostilité. Là, les manœuvres qui ont été organisées répondaient à un discours du président taïwanais à l'occasion de la fête nationale de Taïwan, le 10 octobre, qui fête la création de la République de Chine, c'est le nom officiel de Taïwan, en 1912. Et le président taïwanais s'est permis de dire que Taïwan n'avait pas à obéir à la Chine, qu'à la limite, au contraire, ce serait le contraire, puisque la République de Chine est bien plus ancienne que la République populaire de Chine. Et que par ailleurs, il rejetait toute idée d'être rattaché par la force au continent, comme d'ailleurs 95% des Taïwanais qui aujourd'hui sont hostiles à tout rattachement au continent et à la République populaire de Chine, et de plus en plus hostiles face aux actions très agressives de Pékin. Ça ne va pas dans le sens d'une amélioration des relations avec Pékin. Et les premières manœuvres qui ont eu lieu et qui, elles, de ce type-là, d'intimidation qui ont eu lieu, où la Chine tente d'interdire quelque chose grâce à ces manœuvres, par ces manœuvres militaires qui visent à, encore une fois, faire peur, elles ont eu lieu à la veille de la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès, et Pékin voulait tenter d'interdire cette visite en organisant des manœuvres encore plus importantes, non pas en effectif, mais parce que avant cette visite, ils ont procédé à une dizaine de tirs de missiles autour de Taïwan, des tirs d'essai évidemment, mais enfin qui sont retombés tout autour de l'île, y compris dans la zone économique exclusive du Japon, puisque je rappelle que l'île de l'archipel de Okinawa, Yonaguni, la plus proche de Taïwan, est à moins de 110 km des côtes taïwanaises. Et c'est là aussi que se trouvent les principales bases américaines au Japon. Donc pour Pékin, il s'agit à la fois de tenter de peser sur la politique taïwanaise, avec, on le voit, un succès très modéré en réalité, de faire peur pour que la population, l'idéal étant que la population finalement décide de céder aux demandes chinoises et de plutôt se prononcer en faveur de partis qui ne sont pas hostiles aux thèses de Pékin. Jusqu'à maintenant, ça n'est pas le cas. Ça fait 3 fois que le parti indépendantiste est réélu. C'est ce qui a beaucoup choqué en fait en Chine. Le deuxième élément, évidemment, c'est de peser sur les États-Unis. L'idée étant de faire en sorte que la crainte d'une escalade pousse peut-être les États-Unis à moins s'engager dans la région, moins s'engager éventuellement auprès de Taïwan. Et évidemment, un des facteurs importants, c'est les élections américaines qui vont avoir lieu très prochainement. Et les Chinois espèrent peut-être, en accentuant la pression, eh bien, faire en sorte que les États-Unis hésitent à s'engager pour éviter justement qu'une crise dérape, d'autant plus que, comme on le sait, vous en avez dû en parler aujourd'hui, il y a des crises multiples aujourd'hui, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit la question d'Ukraine, et donc cette volonté de faire pression sur les États-Unis. Donc il y a tout ça qui explique un peu les tensions actuelles dans le détroit de Taïwan. Alors le détroit de Taïwan, pour faire... ne pas s'exprimer trop longtemps, mais le détroit de Taïwan, évidemment, il y a toute une série de scénarios. Est-ce que la Chine va attaquer Taïwan ? Bon, c'est une question assez rhétorique. À mon avis, non. Ça n'est pas l'intérêt de la Chine d'attaquer directement Taïwan. Je pense que ses capacités militaires ne sont pas encore à la hauteur. Et surtout dans l'hypothèse d'une intervention américaine, il faut bien voir que la Chine ne s'oppose pas uniquement à Taïwan, qui d'ailleurs a des capacités aussi, mais s'oppose potentiellement à la première puissance militaire dans le monde. Par ailleurs, une puissance militaire qui a une large et importante expérience du combat, ce qui n'est pas le cas de la marine chinoise, et ni même de l'armée chinoise d'une manière générale. Et très peu d'entraînement d'ailleurs, en dehors des exercices qu'ils font, qui se sont multipliés, mais qui ne sont quand même pas d'un niveau extraordinaire avec la Russie. Donc la Chine, face aux États-Unis, même sans parler d'une comparaison en termes de budget, de moyens, etc., on dit beaucoup que la marine chinoise, aujourd'hui,
en termes de nombre de bâtiments, est plus importante que la marine américaine, mais quels bâtiments, quelles capacités, comment les mobiliser, quelles sont les qualités opérationnelles. Il y a énormément d'interrogations sur leurs capacités réelles. Je rappelle qu'en 1894-95, lors de la première guerre entre le Japon et l'Empire des Qing à l'époque, on considérait que la marine chinoise était la plus importante en Asie. Elle avait été fortement développée grâce à l'aide notamment française. On a vu qu'elle avait été immédiatement coulée très rapidement pour des raisons opérationnelles tout simplement par les Japonais. Donc il faut toujours se méfier du nombre. Le nombre ne suffit pas à évaluer évidemment des capacités. Et alors, admettons que la Chine se lance dans une opération contre Taïwan. Il y a évidemment plusieurs scénarios. Le scénario qui peut-être serait le plus dangereux et un des plus réalistes, ce serait que la Chine décide de s'emparer de ces toutes petites îles comme Kinmen ou Matsu, qui sont très très proches des côtes chinoises, à quelques kilomètres, et ça donnerait un signal. C'est-à-dire que si personne ne réagit, ça peut laisser entendre aux Chinois que finalement personne n'osera accepter l'escalade. Et c'est un très grand risque de dérapage, parce qu'il n'est pas certain que même si personne ne réagit, si la Chine s'empare de Quemoy ou Matsu, il n'y aura pas de réaction si la Chine tente d'aller plus loin. Par exemple, les Pescadores, qui appartiennent aussi à Taïwan, qui sont plus près de Taïwan, ou l'île taïwanaise que Taïwan contrôle en mer de Chine du Sud, en mer de Chine méridionale, par exemple. Donc ce serait un test dangereux. Un test dangereux parce qu'intervenir pour ces deux îlots, ça pourrait entraîner une escalade compliquée à contrôler. Ne pas intervenir, c'est encourager la Chine à aller plus loin. Donc c'est un dilemme auquel il faudrait répondre, que les États-Unis notamment répondent, et aussi la communauté internationale. En revanche, une réponse n'est pas obligatoirement militaire. Elle peut être aussi sous la forme de sanctions économiques. On explique beaucoup que les Chinois sont bien plus développés que la Russie et donc seraient plus capables de résister à des sanctions économiques. J'en suis pas certaine. La Russie utilise l'arme du gaz et du pétrole dont elle dispose pour le vendre tout de même, notamment à la Chine et à l'Inde en particulier. Les Chinois, eux, sont dans une situation économique plus difficile qu'il y a quelques années, et la part du commerce extérieur dans le PNB de la Chine aujourd'hui atteint plus de 35%. C'est considérable. On le voit bien avec le débat sur les véhicules électriques. La Chine a absolument besoin de l'accès au marché des pays développés. Je ne parle même pas des pays du Sud global, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle puisse continuer à exporter vers les pays, l'Union européenne essentiellement, le Japon et les États-Unis, où il y a des sanctions très importantes qui ont été mises en place. Donc, pour la Chine, la menace des sanctions est réelle. Et on le voit d'ailleurs parce que dans son aide à la Russie sur l'Ukraine, diplomatiquement, ils sont très en pointe sur le soutien à la Russie. Beaucoup d'entreprises chinoises et de banques chinoises, en revanche, ne financent plus aucun projet avec la Russie par crainte des sanctions secondaires qui pourraient leur être imposées. Donc, la pression des sanctions, si la Chine se lançait dans une aventure en s'emparant de Kinmen ou Matsu, n'est pas négligeable. Le deuxième point, évidemment, un deuxième scénario, et on le voit là avec ces manœuvres, c'est l'idée d'un blocus de Taïwan. Le problème, c'est qu'un blocus de Taïwan, je rappelle que plus de 80% des échanges, notamment entre l'Europe et les pays d'Asie, donc la Chine, le pétrole pour le Japon, etc., transitent par la mer de Chine et aussi par le détroit de Taïwan. C'est un des lieux les plus riches en transit pour le commerce international. Et en bloquant le détroit de Taïwan, ou en menaçant de bloquer le détroit de Taïwan, et donc en augmentant notamment le prix d'assurance des bâtiments, des bateaux de commerce, la Chine se bloquerait elle-même en quelque sorte. Les 10 premiers ports mondiaux sont chinois et ils sont sur cette côte qui longe le détroit de Taïwan, de Ningbo, Shanghai, toutes les grandes zones de développement comme Shenzhen, enfin tout ce qui est à la pointe de l'économie chinoise, ce qui tire l'économie chinoise aujourd'hui et dont le régime a absolument besoin pour survivre, c'est sur la côte, c'est le long du détroit de Taïwan, ce sont les grands ports qui assurent le commerce. Donc on peut bloquer Taïwan avec des résultats qu'il faudrait évaluer. Les ponts aériens, ça existe, les Américains sont tout prêts, et par ailleurs, un blocus est un acte de guerre, s'il était véritablement dans la volonté de bloquer tout transit en direction de Taïwan. Donc là aussi, la Chine se soumettrait à ce risque de sanctions, y compris économiques fortes, sans même parler d'une riposte militaire éventuelle de la part d'autres acteurs, dont les États-Unis. Quant à ce qui est des autres
scénarios dramatiques qui pourraient se développer dans le détroit de Taïwan. Par exemple, une frappe massive de missiles dont l'objectif ce serait de décapiter les autorités taïwanaises et également de détruire l'ensemble des installations stratégiques à Taïwan. La Chine dispose de nombreuses bases de missiles à moyenne portée, à courte portée, le long des côtes face à Taïwan. Simplement, évidemment, ça pourrait peut-être pousser Taïwan à céder, c'est-à-dire devant une frappe massive de se déclarer et bien décider que oui, Taïwan appartient à la Chine, avant même que les États-Unis puissent intervenir. Mais ensuite, il faut débarquer à Taïwan et c'est là que la distance compte. Un débarquement logistique à travers 180 km de mer pour une puissance qui n'en a aucune expérience et dont d'ailleurs les moyens logistiques ne sont pas le forté de ses capacités navales. C'est un énorme point d'interrogation. Il ne s'agit pas de débarquer, vous le savez mieux que moi, une fois. Il faut assurer des rotations pour amener des hommes, du matériel, de l'énergie, occuper le terrain. Et donc c'est quand même une opération qui serait absolument considérable. Et cette frappe de missiles elle-même, le détroit de Taïwan étant aujourd'hui une des zones les plus surveillées sans doute par tous les moyens d'observation qui existent, je pense que l'effet de surprise serait difficile à mettre en œuvre. Voilà tous les bémols au fait qu'on ne s'oriente peut-être, enfin, je pense, mais on ne peut pas exclure le côté aberration et décision aventuriste, vers une décision chinoise d'attaquer ou d'envahir Taïwan à court terme. Ce qui pourrait ouvrir une possibilité, c'est l'impression que les Américains se retirent totalement et ne sont pas prêts du tout à intervenir. Donc évidemment, là, c'est un gros risque de mauvaise interprétation, éventuellement. Mais en revanche, justement, et ça c'est une des thèses que je développe, justement parce que la Chine ne peut pas intervenir ou attaquer directement Taïwan, je pense au contraire qu'on va voir une multiplication des opérations de gesticulation maritime et militaire autour de l'île pour tenter de maintenir une tension permanente, une inquiétude permanente, une incertitude permanente et surtout continuer à pouvoir affirmer du côté chinois qu'on n'abandonne pas cette idée de réunifier Taïwan à la Chine. Et donc évidemment, ça fait de ce détroit qui, encore une fois, est d'une importance essentielle pour les liaisons économiques, un des points de fixation des enjeux de sécurité du monde contemporain. Je vous remercie. Merci beaucoup.